Une année particulière à l'école. Ouais. Tu vas faire un discours? Je vais faire un discours là maintenant? Non. Parce que Non, j'ai un micro parce que, tu sais, c'est ma dernière année cette année. Bon, c'est la dernière là? Oui, la dernière entrée, ouais. Est-ce que vous avez l'heure, les enfants, s'il vous plaît? Ouais. oui. 8h48. D'accord. Bon, je vais y aller, moi. Bonne rentrée, C'est parti. Bah oui, c'est parti. Ça va, pas trop émouvant? Un peu. Je vais sonner? Oui, c'est bon. Dire, ouais, parfait. Dans ce podcast, nous suivons la dernière année avant la retraite du directeur de l'école La Source, une école nouvelle, privée et sous contrat d'association avec l'État. Ce directeur, c'est Yves Herbel. Il a accepté de nous raconter cette dernière année particulière, mais aussi toutes les autres et sa vision du métier d'enseignant et de directeur. Une année particulière à l'école, épisode 6, le bureau du directeur. Carnet de correspondance dans le bureau du directeur. Ces deux phrases ont été entendues par des milliers d'écoliers, certains les entendent encore. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous aurez compris qu'elles ne font pas partie du vocabulaire d'Yves Herbel, le directeur de La Source. Mais comme nous, et parce que les parents sont toujours curieux, vous avez peut-être toujours rêvé de savoir ce qu'il s'y passe dans ce fameux bureau du directeur. Et comme nous aussi, on part y faire un tour dans cet épisode. Mais comme la météo était plutôt clémente le jour de notre enregistrement, nous avons commencé par faire un tour de la cour. Tarte ta gueule à la récré, chantait Alain Souchon. Alors la cour, lieu de tous les dangers ou au contraire, lieu de vie extraordinaire? Bonjour Yves. Bonjour. Alors là, on vient de descendre de votre bureau, on se retrouve dans un lieu central qui est la cour de l'école et on atterrit dans la partie, on va dire réservée, mais pas tout à fait, aux maternelles, aux petits. Absolument, là on se retrouve dans ce qu'on appelle nous le jardin des maternelles, qui est un lieu un peu spécifique puisque nous, les maternelles, en réalité on dit les maternelles, mais on a une seule classe de maternelle, ce sont les grandes sections maternelles. Et ces grandes sections maternelles, ils ont une place un peu particulière dans l'école. Voilà. Entre autres, effectivement, en début d'année, surtout, ils sont cantonnés dans une partie de la cour de récréation. Puisque, comme vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez peut-être l'entendre, dans cette cour de récréation, il y a des enfants, il y a de nombreux enfants, et il y a des enfants de tous les âges. On a, au fond, là-bas, en train de faire du sport, des enfants de CE1. Un peu plus loin, on a des collégiens et des collégiennes. Donc, les grandes sections maternelles, au début de l'année, restent vraiment dans un espace particulier. Et puis, petit à petit, ils vont avoir aussi le droit à accéder à des espaces un peu plus lointains. Ce qui est le cas maintenant, puisque on en a sur le terrain de foot, là-bas, en train de jouer avec les collégiens d'un côté et eux de l'autre, ou alors sur l'espace blanc qui est devant leur barrière. C'est une vraie volonté pédagogique de mélanger les petits et les grands dans la cour. On voit ça rarement en fait. Je ne sais pas si c'est une volonté pédagogique, en tout cas ça a toujours existé comme ça. C'est effectivement l'idée de dire qu'il y a une communauté d'enfants, voilà, quel que soit leur âge, et aussi de favoriser comme ça des interactions intéressantes. Tout à l'heure, on a été témoin d'une grande sœur qui vient faire un bisou à son petit frère. On a comme ça de l'informel qui se met et qui est vraiment une richesse. Ce mélange des âges peut être un peu une inquiétude pour certains parents au début, de se dire mais des petits avec des grands, qu'est-ce que ça peut donner? Moi, ce que je perçois, c'est que la présence des petits dans la cour de récréation a tendance à calmer les grands. En tout cas, nos grands qui s'autorisent pas à faire n'importe quoi quand il y a des petits à côté. Et je dirais que souvent, si on a des soucis de cohabitation, c'est plutôt les petits qui vont enquiquiner les grands que l'inverse. Non, moi je trouve que c'est une vraie richesse ce mélange des âges. Une inquiétude des parents, est-ce que c'est une inquiétude des enfants puisqu'on est entouré d'enfants? Est-ce que tu aimes bien qu'il y ait des grands, des plus grands que toi dans la cour? Pas trop, parce qu'ils nous bousculent. J'adore la réponse. Comme quoi, entre le discours des adultes et les enfants, il y a une différence. Alors justement, il y a une particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas d'adultes pour, entre guillemets, surveiller la cour comme on peut l'imaginer ailleurs. Alors, il n'y a pas tout le temps d'adultes. Il y a des moments où il y a des adultes, heureusement. Mais effectivement, il peut y avoir des moments où il n'y a aucun adulte de service dans la cour de récréation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les écoles. C'est le fameux tableau des services où les enseignants, ou tous les enseignants, ou à tour de rôle, vont devoir rester dans la cour de récréation. Ici, c'est pas le cas.
D'abord parce que la cour, elle est faite de telle manière qu'il y a des recoins dans tous les sens. Elle est assez, on peut aller dans des endroits qui ne sont pas visibles. Donc ça serait techniquement très compliqué d'avoir des adultes aux quatre coins pour surveiller. Mais même aussi là, c'est un choix qui a été fait de laisser aux enfants une autonomie importante. Tout ça fonctionne à partir du moment où on donne aux enfants des outils pour gérer leurs conflits, pour trouver des solutions entre eux qui ne nécessitent pas l'intervention d'un adulte. À partir du moment où aussi les enfants sont habitués à avoir des lieux précis, accessibles n'importe quand, et où ils peuvent aller chercher un adulte en cas de problème, de blessure, de quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. Et ça se passe bien, et ça fonctionne. Vous nous disiez la dernière fois que la course était un lieu de vie extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En tout cas, c'est le lieu où, quand on s'arrête un peu, on observe ce qui se passe, on voit la complexité et de tout ce qui se passe entre les enfants. C'est un lieu aussi où les enfants vont jouer, quoi, tout simplement. Ça semble un peu banal de dire ça, mais il faut essayer de leur mettre en place un système où on va avoir la possibilité d'expérimenter des choses. Là, on a des petites en train de faire un jeu d'un côté, d'autres qui sont dans le sable en train de gratter, en train de construire des choses. Donc c'est un lieu d'expérimentation, voilà. Et c'est un lieu où c'est un lieu de liberté, quoi, parce que malgré tout en classe on est contraint. Et donc l'enfant il a un corps, et ce corps dans une école on le prend pas toujours en compte. On oblige les enfants à être sages, à être assis. Là ça court, ça saute, et c'est comme ça que la cour elle a été imaginée, quoi. C'est un lieu d'expérimentation. On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes. En revanche, est-ce que de l'intérieur, les adultes surveillent quand même la cour ? Ça peut être aussi un lieu angoissant pour certains enfants, la cour. Alors, oui, je pense que la cour de récréation peut être pour certains enfants un lieu un peu... Ça, c'est un exemple intéressant de notre système de récréation, puisqu'il n'y a pas des temps précis de récréation. C'est chaque enseignant qui peut, quand il le souhaite, mettre ses enfants en récréation. Et donc on a un système de cloches. Chaque classe a une cloche différente, et que les enfants reconnaissent d'ailleurs. Alors pour les grandes sections, c'est la maîtresse qui sonne la cloche, mais pour les autres classes, c'est un enfant qui va venir chercher sa cloche et la sonner. Et les enfants montent après tout seuls, puisque ça aussi c'est une des particularités, c'est que les enfants remontent tout seuls en classe. Ils n'ont pas le système de se mettre en rang et de remonter. Alors je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des classes qui le font, mais sans adultes. C'est-à-dire ils ont mis en place une manière de faire où il y en a un où les enfants se mettent en ligne, il y en a un qui est responsable de compter pour voir si tout le monde est là, et hop, il donne le point de départ pour remonter en classe. Voilà. Alors, ce qui se passe dans la cour de récréation, oui, c'est un lieu où il y a des choses qui nous échappent à nous adultes. Et c'est pas la présence physique des adultes qui empêche le fait que dans une cour de récréation, il se passe des choses qui échappent aux adultes. Ça, il faut tout à fait en avoir conscience. D'où l'importance aussi de proposer des alternatives aux enfants de la cour de récréation. Certains vont faire le choix de rester en classe, et c'est possible avec une organisation, ou d'aller à la bibliothèque, et c'est possible avec une certaine organisation. D'autres, au contraire, vont être tout le temps dans la cour de récréation. Donc, c'est à chacun de trouver un lieu où ils se sentent en sécurité. Mais la vie sociale des enfants, elle est complexe, hein. C'est sauvage, hein. Faut pas se voiler la face, hein. C'est pas du tout le pays des bisounours, hein. Il y a une époque où vous avez expérimenté, pour ceux qui se sentaient un peu tout seuls, le banc de l'amitié, c'est ça ? Oui, c'était un banc. Les enfants pouvaient s'asseoir dessus quand ils se sentaient seuls dans la cour de récréation. Ça a fonctionné pendant une période. Après, ça fonctionnait quand il y avait un adulte derrière qui relançait les choses en disant « Ah, t'as vu, il y a quelqu'un qui est assis. Est-ce que tu peux aller le voir ?» On s'est rendu compte que les enfants l'utilisaient pas obligatoirement tel qu'on l'imaginait. Ça posait aussi un peu le fait de mettre en évidence, de se sentir seul. Et pour certains enfants, c'était pas évident. Donc on cherche comme ça. À chaque fois, on est toujours à la recherche de solutions pour aider les enfants. Quelquefois ça fonctionne pendant une période et puis après ça ne fonctionne plus. Et quelquefois vraiment ça devient quelque chose d'incontournable dans l'école. Et ça c'est quand on équipe, on cherche des solutions, on essaie de trouver un moyen, et toujours des moyens qui ne dépendent pas de l'adulte. La cour en termes d'apprentissage, elle a autant d'importance
que ce que l'on apprend en classe. C'est un autre apprentissage, mais c'est un apprentissage déterminant. Je pense que l'école, de manière générale, et peut-être encore plus l'école française, a tendance à s'occuper de la tête, quoi. Tout ce qui est le rapport au corps, c'est quelque chose qui n'est pas développé. Bien sûr, on fait du sport, et là, vous entendez des enfants en train de faire du sport. On fait de l'expression artistique et des choses comme ça. Mais globalement, l'école, c'est avant tout un lieu d'apprentissage intellectuel et de contrainte du corps. Enfin, je crois que peut-être que je me répète un peu, mais on le voit, quoi. Cette contrainte dans les classes, elle est pénible pour certains enfants. Et la cour de récréation, vous voyez, là, ça court dans tous les sens. Moi, je vois très rarement un enfant marcher, mais ça, tout le monde a fait le constat, quoi. Et même là, on voit des collégiennes qui passent, elles courent. On va aller dans votre bureau et parler de ce lieu spécifique, mais avant, j'ai une dernière question sur la cour. La cour idéale, pour vous, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle ressemble un peu à celle-ci ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Je sais pas si elle est idéale, mais elle est super quand même. Clairement, moi, c'est une de mes fiertés. Alors quand je dis une de mes fiertés, j'étais pas seul, c'est un groupe et c'est le résultat d'un travail collectif. Parce qu'elle a été refaite, cette cour. Voilà, c'est ça. Et ça a été pour moi, je crois qu'on en a parlé quand on voyait les photos, mais effectivement, moi, ça a été un chantier dans lequel je me suis beaucoup investi, qui m'a beaucoup intéressé. Je sais pas si elle est idéale, mais c'est quand même une super cour. Yves, maintenant, on est dans votre bureau, le bureau du directeur. Déjà, est-ce que vous pourriez commencer par nous le décrire ? Est-ce que ça ressemble à un bureau de directeur ? Je crois pas. C'est un lieu. Voilà. C'est un lieu qui est un peu en bazar, où il y a beaucoup de choses. D'abord, je suis pas tout seul dans mon bureau, puisque j'ai une personne en face de moi, Gilles, Gilles, c'est le conseiller d'éducation de la Source. Qui est là pour, entre autres, aussi être une personne ressource pour les enfants quand il y a un problème quelque part. Donc, on partage ce bureau. C'est un lieu de passage aussi. On risque d'avoir de la visite pendant notre entretien, puisque ça peut servir un peu de couloir entre l'intérieur et l'extérieur. J'essaie de mon côté de ne pas me laisser envahir par un certain nombre de choses, mais c'est un peu le cas quand même. Voilà. Donc, c'est pas un bureau toujours très calme, ce qui peut me poser des problèmes de temps en temps. De temps en temps, j'aimerais pouvoir m'isoler plus. Mais ça me semble essentiel d'être un peu au carrefour de tout ce qui se passe, quoi. Voilà. C'est ça, vous n'êtes pas isolé, vous êtes au cœur de l'école. Absolument. Du coup, c'est un lieu où on vient me raconter des choses, c'est un lieu où des enfants passent me voir. Bah voilà, il y a des enfants qui arrivent. Vas-y, tu peux venir, Cosma. Donc là, ce sont des enfants de grande section maternelle. Cosma, tu peux dire pourquoi tu viens me voir ? Parce que j'ai fini mon brevet. Et alors, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais tamponner. Voilà, effectivement, c'est un rôle très important pour moi. Je tamponne les brevets des grandes sections maternelles. Donc, je vais travailler. Excusez-moi une seconde. Donc, Cosma, est-ce que tu peux me... Là, c'est ton brevet sur le décoloriage magique de lettres. Tu peux me dire les lettres ? C'est quoi cette lettre ? V. C'est ça. X. X. C'est ça. V. Super. Bon, alors, attends, je te mets ton tampon. Alors, c'est une drôle d'histoire, cette histoire de brevet que je tamponne. C'est pas du tout quelque chose qui a été théoriquement pensé, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait un peu par hasard, et puis on s'est rendu compte que ça joue un rôle important. C'est-à-dire que symboliquement, les enfants de maternelle, quand ils ont fini un travail spécifique qu'on appelle les brevets, ils viennent me voir et je tamponne, et qu'est-ce que je fais aussi ? On serre la main et on félicite. Alors merci, merci Cosma de ton travail. Alors, Lisa, à ton tour. Alors qu'est-ce que tu as fait toi, Lisa ? Mandala, c'était difficile ? Non. Bravo Lisa. Léopold, et toi c'était quoi ? Cactus. Facile ou difficile ? Facile. Pourquoi c'est le directeur qui fait ça et pas la maîtresse ? Alors ça s'est fait un peu par hasard. Ça n'a pas du tout été quelque chose qui a été vraiment pensé. Un jour, une maîtresse a voulu un peu... donner un peu de l'importance à ce moment-là, et on s'est rendu compte que la félicitation, le côté serrage de main et de se regarder dans les yeux, c'était quelque chose qui, les enfants étaient fiers d'eux, quoi.
Et un enfant fier, c'est un enfant qui est plus en confiance, il a envie de faire les choses, ça ritualise un peu les choses. On les a vus là, ils sont très tranquilles de rentrer dans le bureau du directeur. Ça, c'est quelque chose qui vous étonne ou qui vous fait plaisir, la façon dont ils sont extrêmement à l'aise en fait. Je crois que c'est une tradition de l'école et avant moi c'était comme ça. C'est vraiment pas l'idée de faire du bureau un sanctuaire où on ne va que pour les choses importantes. C'est un lieu effectivement qui doit être accessible. Encore une fois, les enfants ici, l'autonomie qu'on leur laisse, la contrepartie, c'est pouvoir avoir accès facilement à un adulte et entre autres au directeur s'il y a un problème. Donc pour ça, il faut que ça soit pas sacralisé. Bon, il y a des moments où il se dit des choses sérieuses, c'est pas toujours rigolo ce qui se passe ici, mais on doit pouvoir venir de manière sereine dans mon bureau. Et comme dans toutes les écoles, on peut avoir aussi des enfants, nous, qui sont exclus de la classe à un moment parce que l'institut n'en peut plus, parce que quelquefois on n'en peut plus quand on est dans une classe. Voilà. Et quand les enfants viennent dans mon bureau, c'est pas toujours, ils viennent pas avec le sourire quand même, mais c'est un lieu qui est pas là, enfin c'est un lieu qui va les accueillir surtout. Voilà, c'est ça. Je crois que l'idée, c'est vraiment que le bureau soit un lieu d'accueil. Là, on les entend un peu parce que la porte n'est pas fermée complètement, donc on entend un peu ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout le temps le cas ou il arrive que cette porte, elle soit complètement fermée ? Alors, ça arrive que cette porte soit fermée. Puis il y a des moments dans la journée où il y a aussi plus ou moins de circulation. Là, on va arriver à l'heure de la sortie, donc il va y avoir du bruit. Mais même quand la porte est fermée, elle est accessible. J'ai essayé à des moments de mettre un panneau de temps en temps, ne pas déranger, mais ça marche pas. Donc maintenant, je sais que si j'ai besoin de ne pas être dérangé pour un entretien particulier, je me déplace. Voilà. Il y a une confidentialité malgré tout sur les problèmes qui sont parfois complexes à gérer, etc. C'est ce qui se passe parfois dans le bureau, reste dans le bureau ? Très souvent, que ce soit avec un enfant, que ce soit aussi quelquefois avec un professeur, avec des adultes de l'école, et je dirais encore plus avec les parents. Et j'étais pas préparé tout à fait à ça, à ce qui peut se dire de temps en temps dans un bureau, mais effectivement, c'est un lieu où il y a des paroles qui sont pas des paroles légères. Que ce soit avec des enfants, parce qu'effectivement, des fois, il y a des choses qui sont dites ici, qui sont assez intimes. Les enseignants aussi qui ont besoin à des moments de venir déposer leurs problèmes, leurs difficultés ou leurs réussites aussi. C'est un peu une oreille, je crois, le bureau. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre du rendez-vous avec les parents, avec les familles. Que ce soit le premier rendez-vous, celui qui va être le point de départ de l'inscription de l'enfant, ou à d'autres moments, quand on rencontre des difficultés, ou quand il y a des choses à se dire, quoi. J'ai un peu le sentiment, en fait, que votre bureau, c'est avant tout un lieu de confiance où on peut venir se poser. Je me trompe ou pas ? J'espère que c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. C'est un lieu où, effectivement, on va pouvoir exprimer ce qu'on a exprimé et il y aura, ce qui est dit ici restera ici. Il y a eu de l'émotion, ici, des fois. Il y a eu vraiment, il y a eu des larmes, il y a eu des choses très touchantes qui ont pu être dites dans ce lieu. Pour revenir sur ce rôle du directeur qui nous occupe et qui nous pose plein de questions. Comment faites-vous pour à la fois être un directeur abordable, quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut se confier, qu'on tutoie, et en même temps avoir la distance nécessaire et j'ai envie de dire le respect. Le respect, ce que j'entends par là, c'est qu'on dit souvent de la source, on tutoie les profs, on tutoie le directeur. Où est le respect là-dedans ? C'est une critique qu'on entend souvent. S'il y a bien une chose dont je suis persuadé, c'est que le respect, c'est pas de la formalité. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai un objectif, c'est d'être un adulte digne de confiance. J'espère avoir réussi ça, c'est-à-dire que je suis un adulte, oui, je suis pas un enfant, donc quand j'échange avec un enfant, je suis dans ma position d'adulte, je suis un adulte accessible, je suis un adulte à l'écoute. C'est ça qui fait que la relation peut être telle que vous la décrivez, quoi. Je pense que, puis encore une fois, c'est une banalité, mais la confiance, ça se gagne, ça se donne pas comme ça, quoi. Voilà. Bah, vous voyez, là, il y a des élèves qui arrivent comme ça dans mon bureau. Alors, ils viennent voir s'ils retrouvent quelque chose qu'ils ont perdu, puisque là, on a l'étagère. C'est aussi le bureau des objets perdus. Exactement. Mais là, les filles, vous allez nous laisser, vous reviendrez à un autre moment, d'accord ? C'est à toi, t'es sûr ? En fait, je connais.
C'est à Mélissa que je connais, c'est ma copine, donc je voudrais bien lui rendre. Bah, c'est une bonne idée, tu peux aller lui rendre. Allez, maintenant, allez, sortez du bureau. Donc là, voilà, là c'est en direct, on a à la fois, on vient chercher des clés, on a des enfants qui viennent chercher des objets, dans les objets trouvés, voir s'ils trouvent quelque chose. Donc c'est la vie du bureau. Ouais, mais bon, moi j'aime bien ça. Du coup, on parlait effectivement de cette relation. Je sais pas trop comment le dire. Je pense que c'est effectivement, ça se travaille, enfin de trouver la juste distance entre une proximité tout en restant chacun dans sa position. Moi, je pense que c'est tout à fait possible et de ce point de vue-là, il n'y a pas que moi, hein, d'ailleurs, c'est aussi d'autres adultes de l'école. Hein, on arrive à trouver cet équilibre entre une proximité et puis à la fois en restant chacun dans sa position. En fait, on en revient un peu à ce qu'on disait au tout début du podcast. Yves, c'est pas un directeur comme les autres, en tout cas pas un directeur avec l'image qu'on s'en fait. Et on le voit ici avec ce bureau qui est extrêmement ouvert, qui au fond reste un lieu de passage et un lieu de vie en réalité. C'est difficile pour moi de savoir comment sont les autres directeurs. Je pense que je suis pas le seul à avoir cette relation. Tout à l'heure, quand on était dans la cour, il y a Sonia qui est dans la classe à côté qui m'a appelé Monsieur Yves. Et c'est vrai que ce Monsieur Yves, alors c'est elle qui m'appelle comme ça, mais il y a d'autres lieux où on m'appelle Monsieur Yves. Et j'aime bien parce qu'à la fois il y a ce côté Monsieur, c'est-à-dire qui marque une forme de respect, etc. Et à la fois, on m'appelle Yves. Je trouve que c'est assez significatif de peut-être mon positionnement. Je ne sais pas si je suis si différent que ça, parce que je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, et voilà. Mais trouver la juste distance, je crois que je me répète un peu, oui, c'est fin, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est du temps. Oui, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup d'informels, c'est beaucoup de petites choses, des regards, des silences, des blagues, des mots. Oui, c'est très fin. Et au fur et à mesure de mon expérience, quand j'étais plus à l'aise dans un certain nombre de choses, j'ai peut-être pu me concentrer un peu sur les détails dans les relations. Et ça, c'était agréable. On est au tout début du mois de mai. Les vacances de Pâques viennent de se terminer. Les dernières grandes vacances, enfin longues vacances. Petites vacances. Petites vacances avant les grandes. Avant les grandes, oui. Il reste 2 mois de classe. Comment allez-vous ? Comment je vais ? Vaste question, je me suis fait une entorse, donc je dois quand même un peu cogiter sur savoir sur quel pied je danse. Non, globalement, ça va bien. C'est étape par étape. Voilà, on a une personne qui a été choisie par le conseil d'administration, donc ça, c'était une étape importante. Voilà, de connaître la personne qui va me succéder. Donc, je commence à être avec elle dans la transition, dans expliquer, transmettre ce que je peux transmettre. Je suis en confiance. Je suis persuadé que c'est une personne qui, par ses qualités personnelles, ce que je peux percevoir, elle va prendre la suite. J'espère que ça sera différent, qu'elle va apporter d'autres choses, redonner un souffle, voilà, un peu différent. Je sens que l'équipe a l'air quand même plutôt rassurée de ce choix. Donc ça, c'était une étape importante. L'émotion monte un peu quand même, parce que je reçois beaucoup de témoignages en ce moment. Donc il y a de l'émotion, mais ça va. On se retrouve la prochaine fois ? Avec plaisir.